Bien sûr, il y a la vaste fresque Les Rougon-Macquart, l'œuvre la plus connue d'Émile Zola, mais il est aussi l'auteur de 2 autres séries, Les 3 villes, Londres, Rome, Paris, et les 4 évangiles, Fécondité, Travail, Vérité, et Justice qui est restée une ébauche. Ces romans ont été publiés en 1865 et 1868, ainsi que des contes, des pièces de théâtre et des livrets lyriques. Il a été critique d'art, littéraire et aussi journaliste parlementaire. Il a laissé un grand nombre de lettres adressées à divers correspondants. Il a pris position d'un point de vue esthétique, mais aussi politique. Dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, la presse et l'édition connaissent un fort développement. C'est un moyen pour Émile Zola de s'imposer. Il veut trouver sa place, retenir l'attention du public. Émile Zola naît à Paris, 10 bis rue Saint-Joseph, le 2 avril 1840. Son père, François Zola, italien, né à Venise, marié à Émilie Aubert en 1839, meurt le 27 mars 1847, alors que les travaux du système de barrage d'Aix-en-Provence, dont il est un des responsables, viennent de commencer. Il n'a pas eu le temps d'assurer une aisance financière à sa famille, qui se retrouve en difficulté et presque dans la misère. Les grands-parents maternels s'installent avec leur fille et Émile après la mort de François. La misère va de plus en plus gagner la famille. En 1852, alors qu'Émile est au collège d'Aix-en-Provence, il se lie avec un certain Paul Cézanne. Leur amitié sera menacée lorsqu'en 1886, Paul Cézanne croit se reconnaître dans le personnage de Claude Lantier, dans le roman L'œuvre. Émile est un enfant unique, titulaire d'une bourse d'études. Il est sans relation dans cette petite ville d'Aix-en-Provence. En 1857, sa grand-mère meurt et en 1858, Émile, accompagné de son grand-père, rejoint sa mère, Émilie, à Paris. Elle s'y était rendue en 1857 afin de faire reconnaître ses droits dans la société du canal d'Aix. En 1859, il échoue au baccalauréat et abandonne ses études. Sans ce bagage, il ne peut trouver que des emplois modestes dans une administration. Son grand-père meurt en 1861. Émile Zola est naturalisé français en octobre 1862. Il ne fait pas son service militaire, ayant tiré le bon numéro. À cette date, le recrutement pour le service militaire se faisait par tirage au sort. Entre 1860 et 1861, il mène une vie de bohème. C'est une période de misère, mais elle l'enrichit par tout ce qu'il découvre. Il se fascine pour Paris, la culture, la politique. Il assiste aux conférences de la rue de la Paix, données par des opposants de l'Empire. Ces comptes rendus des conférences qui paraissent dans la revue de l'instruction publique. Il lit le journal républicain, Le Siècle. Ses sympathies vont vers ceux qui défendent l'esprit nouveau. Il écrit des centaines de vers, mais la prose se révélera plus adéquate pour s'exprimer. Dans certains journaux, comme la Revue française, Vie parisienne, Journal des villes et des campagnes, paraissent ses contes et ses poèmes, ainsi que ses tragédies. C'est un grand lecteur de Molière, Montaigne, Michelet, Charles Dickens et bien d'autres. Il passe 4 ans à la librairie Hachette de 1862 à 1866. Il est embauché d'abord comme commis, mais il se retrouve rapidement au service de la publicité. Chez Hachette, il rencontre Hippolyte Taine, qui est philosophe et historien, Émile Littré, médecin et philosophe, Émile Deschanel, professeur et écrivain, Jules Simon, écrivain et journaliste, et d'autres. Ce travail
lui permet en effet de rencontrer grand nombre d'écrivains. Et grâce à son amitié avec Paul Cézanne, il entre en contact avec des peintres impressionnistes dont Alfred Sisley, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Édouard Manet qui peindra son portrait. Émile Zola figurera aussi sur le tableau de l'Atelier des Batignolles de Fantin-Latour. Il défendra ses amis impressionnistes, mais pourra aussi être impitoyable dans sa critique. Comme face au tableau Raboteur de parquet de Gustave Caillebotte, présenté à la deuxième exposition impressionniste en 1876, Émile Zola dénonce dans ce tableau une représentation trop réaliste. Entre 1862 et 1868, ce sont 6 années d'intense activité intellectuelle et de réflexion. En 1864, il publie un recueil de contes, les contes de Ninon, dans lesquels Émile Zola exprime tout son talent en intégrant du fantastique, du réalisme et de l'humour, un aperçu de ce que vont réserver les romans qui suivront. En 1865 paraît La Confession de Claude, un premier roman. Et en 1866, il emménage avec Alexandrine Mellet, qu'il a commencé à fréquenter fin 1864 et qu'il épousera. C'est en 1867 qu'il écrit le premier roman qui le fera connaître, Thérèse Raquin, qui paraît à la Librairie internationale. À la suite de quoi, il commence à travailler sur la fresque des Rougon-Macquart, un travail qui va durer 25 ans. Dans cette fresque romanesque, Émile Zola raconte l'histoire d'une famille issue de 2 branches, les Rougon et les Macquart, sous le Second Empire. Ce cycle porte le titre évocateur « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». Il se terminera par le roman « Le docteur Pascal » en 1893. À l'instar de ses contemporains, Émile Zola est conscient de vivre une époque de transition. Avec les changements commencés en 1789, la société a vu de grandes mutations, et à cela s'ajoutent les découvertes scientifiques, ainsi que les applications s'y attenantes. Émile Zola doit se fier aux faits, partir à la recherche de la vérité, analyser. Sur le modèle de Littré, il va appliquer la méthode de déduction, non pas à la science, mais à ses œuvres romanesques. La réalité lui offre un vaste champ de possibles romanesques. Il analyse les hommes d'une façon nouvelle, en fonction de leur physiologie et du milieu dans lequel ils vivent. Il ne désire donc pas rendre fidèlement le réel. Une fois le sujet exposé, il enchaîne les causes et les effets. Pour chaque personnage, le lecteur peut remonter aux causes qui ont généré les effets, et ainsi comprendre le personnage et l'œuvre. Balzac, dans la comédie humaine, dépeint la société contemporaine. Zola dépeint, quant à lui, une famille et se base sur l'hérédité. Ma grande affaire, écrit-il, est d'être purement naturaliste, purement physiologiste. Il se documente sur la physiologie avec les ouvrages « La physiologie des passions » de Charles Le Tourneau ou le traité de l'hérédité naturelle de Prosper Lucas. Il acquiert au fil des années un savoir scientifique en lisant Darwin, Claude Bernard et d'autres. Émile Zola est à l'origine du mouvement littéraire naturaliste. Il se lie d'amitié avec Gustave Flaubert et Alphonse Daudet. Il est aussi entouré lors de ses soirées par Guy de Maupassant et Joris Karl Huysmans. En 1870, alors que la République est proclamée, Émile Zola part à Marseille avec sa famille, puis à Bordeaux. Cette année est aussi marquée par la déclaration de guerre avec la Prusse, le 19 juillet. Paris est assiégé le 19 septembre. Et alors que l'armistice est signé le 24 janvier 1871, le 18 mars, c'est l'insurrection à Paris et la Commune.
La fortune des Rougon, le premier roman de la série des Rougon-Macquart, paraît en feuilleton dans Le Siècle. Dans les Rougon-Macquart, Zola a dépeint un second empire, dominé par le goût du pouvoir, du luxe, du plaisir. C'est aussi le combat du pauvre contre le riche, combat de l'idéaliste. Il analyse les inégalités entre les classes. C'est la naissance de l'âge industriel et de ce qui en découle, voies ferrées, les routes. D'ailleurs, son père, François, a été ingénieur en chef de la première ligne de chemin de fer en Haute-Autriche. Puis, avec son cabinet d'ingénieur à Marseille, il s'est occupé de plusieurs projets, de ports, de canaux. C'est aussi l'époque de la transformation des grandes villes, les percées dans Paris avec le baron Haussmann, la naissance des grands magasins, des cures thermales, avec les séjours à Trouville, Deauville, Vichy, Salis de Béarn. Mais à côté de toutes ces évolutions, le peuple est dans la misère. Dans le roman Germinal, nous partons à la rencontre de ce peuple du travail et du syndicalisme. Dans L'Assommoir, c'est l'alcoolisme, la condition ouvrière que nous rencontrons. Il évoque aussi les artistes et ce milieu qu'il a fréquenté depuis 1860 dans l'œuvre, leurs conditions de vie difficiles, leur combat pour proposer un art nouveau, sans oublier leurs divergences. Mais Émile Zola veille toujours à garder une construction romanesque. Mais dites-moi, tous ces thèmes n'ont-ils pas toujours des résonances avec l'époque que nous vivons ? En 1871, alors que La fortune des Rougon est éditée chez Lacroix et Verboeckhoven, la publication de La curée en feuilleton dans la cloche est suspendue par le parquet. Le roman paraîtra en 1872. Toujours en 1871, Émile Zola fait des résumés des débats parlementaires aux journaux La Cloche et au Sémaphore. Dès 1873, les parutions en feuilleton puis en livre des romans de la série des Rougon-Macquart se succèdent jusqu'en 1893, jusqu'au docteur Pascal. Émile Zola est accaparé entre le regroupement de documentation pour la préparation de ses romans et le journalisme. En effet, il écrit pour différents journaux, Sémaphore de Marseille, L'Avenir national, Messager de l'Europe, Le Figaro, la revue littéraire et artistique. La publication de L'Assommoir en 1877 est un succès, et Émile Zola gagne en notoriété et financièrement. En 1878, il achète une petite maison avec jardin à Médan. Il agrandira cette maison et acquérera des terrains voisins. Il y séjournera plusieurs mois par an. Il recevra ses amis, Goncourt, Guy de Maupassant, Paul Cézanne, Alphonse Daudet et d'autres. Il sera même élu conseiller municipal. Il côtoie aussi l'écrivain Joris Karl Huysmans, devenu son ami, et l'éditeur Georges Charpentier. Sa mère Émilie meurt le 17 octobre 1880. Émile Zola, qui lui est très attaché, est bouleversé. En cette année 1880, Émile Zola est condamné par le tribunal civil. Un avocat à la cour d'appel l'ayant attaqué pour avoir utilisé son nom du verdi dans Paubouille. 1887, c'est le Manifeste des 5 contre la terre, publié le 18 août dans le Figaro. Et en 1888, Émile Zola reçoit la Légion d'honneur. Mais surtout, il est initié à la photographie par Victor Billard, alors qu'il passe quelque temps à Royan avec sa famille, et une jeune lingère nommée Jeanne Rosereau. Jeanne, avec qui il commence une liaison en fin d'année. Liaison que sa femme Alexandrine découvrira en 1892. 1893, les Rougon-Macquart sont terminés. À cette occasion et pour célébrer cet achèvement, un déjeuner littéraire au chalet des îles du Bois de Boulogne est organisé. Et cette année-là, Zola prononce un discours aux obsèques de Guy de Maupassant.
dont voici un extrait. « Et dans la suite des temps, ceux qui ne le connaîtront que par ses œuvres l'aimeront pour l'éternel chant d'amour qu'il a chanté à la vie. » C'est en septembre qu'a lieu le Congrès international de la presse à Londres, avec pour sujet l'anonymat de la presse. 1894, le 15 octobre. Arrestation du capitaine Dreyfus, accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. Il est condamné à la dégradation militaire et à la déportation le 22 décembre. La dégradation a lieu le 5 janvier 1895, dans la cour de l'école militaire. D'abord, Émile Zola n'est pas convaincu de l'innocence de Dreyfus. Pourtant, Bernard Lazare essaie de le convaincre. Il faut attendre 1897. Scheuer-Kestner, alors vice-président du Sénat, annonce qu'il va mener une campagne pour la réhabilitation de Dreyfus. Il est présenté à Émile Zola et arrive à le convaincre de l'innocence de Dreyfus. Des articles dans le Figaro vont être écrits. Mais en janvier 1898, Esterhazy est acquitté. Le colonel Picard, accusé de faux, est arrêté. Le 13 janvier 1898, Émile Zola fait paraître sa lettre au président de la République dans l'Aurore, le fameux article « J'accuse ». Le ministre de la Guerre intente un procès à Zola pour diffamation. Il est condamné à 1 an de prison et 3 000 francs d'amende. L'arrêt est cassé le 2 avril. Il est aussi en procès en diffamation contre 3 experts, Bellhomme, Vérinard et Couard. Il perd ce procès, avec 1 mois de prison, 10 000 francs d'amende pour chaque expert et 1 000 francs d'amende. Émile Zola s'exile à Londres. Il est radié de l'ordre de la Légion d'honneur. Et il revient en 1899. C'est par asphyxie que Zola meurt en 1902, et c'est peut-être une origine criminelle. Émile Zola a été un homme en lutte, un indigné. Il a eu 2 enfants naturels avec Jeanne Rosera, la lingère et couturière de son épouse. Après la mort de Zola, ces 2 enfants seront reconnus par sa femme, Alexandrine Mellet. En 1906, c'est la réhabilitation de Dreyfus. Et en 1908, les cendres de Zola sont transférées au Panthéon. Mais parlons un peu de Zola et de la photographie. Dans une interview accordée à la revue anglaise The King en 1901, il dit « À mon avis, vous ne pouvez pas dire que vous avez vu quelque chose à fond si vous n'en avez pas pris une photographie révélant un tas de détails qui, autrement, ne pourraient même pas être discernés. » La photographie est devenue pour Émile Zola dès 1888 une passion. Il fait installer un laboratoire à Paris et à Médan afin de pouvoir développer ses épreuves. Il fait d'abord des photographies de la famille et des amis, d'animaux. Puis ce sont des paysages, Paris, des grandes villes anglaises et italiennes, et bien sûr, l'exposition universelle de Paris en 1900. Pour Émile Zola, la photographie est une vraie forme d'expression. Il s'inspire de la technique des peintres avec qui il est lié. Vous pouvez nous retrouver sur Écoutez les livres. Tous les liens pour accéder au site se trouvent en dessous de cette vidéo. Merci pour votre écoute.